La planète Terre est un système, c'est-à-dire qu'elle est composée d'éléments qui sont reliés entre eux, qui interagissent pour fonctionner comme un tout complexe. Dans les premières émissions de cette série, nous avons vu un très bon exemple de ce système, la tectonique des plaques. Dans cette émission, nous allons voir un autre bon exemple, les interactions entre la surface de la planète et l'atmosphère. Si la planète est capable de maintenir de l'eau liquide à sa surface, ce qui est essentiel à la vie, c'est qu'elle possède des systèmes naturels de recyclage des éléments qui sont essentiels à cette vie. Dans un premier temps, donc, de cette émission, nous allons examiner comment se fait ce recyclage à travers des grands cycles biogéochimiques. Je vais aussi vous signaler l'intervention de l'homme dans ces cycles. Les changements climatiques constituent une des préoccupations de l'heure. Le hasard a voulu que l'enregistrement de cette émission se fasse le 18 février 2005, 2 jours après l'entrée en vigueur du protocole de Kyoto. La radio, la télévision, les journaux n'en ont que pour ce sujet. On y entend, on y lit une masse d'informations sur les changements climatiques, plus ou moins inexactes, souvent contradictoires et trop souvent, malheureusement, déformées par le dogmatisme, des deux côtés de la clôture. Dans un deuxième temps, donc, je vais tenter de vous fournir les éléments essentiels à la compréhension de ce débat et surtout essentiels pour vous former une idée rationnelle du sujet. Nous allons examiner ces grands systèmes naturels de recyclage en prenant comme toile de fond les grandes composantes du système Terre, le couple lithosphère-asténosphère, le couple hydrosphère-biosphère et l'atmosphère. On peut exprimer autrement ce système en mettant en relation les 4 grandes sphères de la planète. J'ai placé la biosphère au centre, bien sûr, pour satisfaire notre nature anthropocentriste, mais surtout pour mettre en évidence la vie, cette spécificité de la Terre qui exerce un contrôle primordial sur l'ensemble du recyclage. Ce système tire son énergie du Soleil. Il y a une interaction constante entre ces 4 grandes composantes, ce qu'indiquent ici ces flèches. Si nous voulons bien comprendre ces interactions et en bout de piste discuter intelligemment de changement climatique, il nous faut bien comprendre ces grands cycles biogéochimiques qui agissent à la surface de la planète. À tout seigneur, tout honneur, commençons par ce cycle qui est le plus essentiel sur Terre, celui qui est essentiel à la vie, le cycle de l'eau. Voici un schéma que vous connaissez bien maintenant, c'est le bilan hydrique de la surface de la Terre. Il y a un échange constant entre l'atmosphère et la surface terrestre. C'est le cycle externe de l'eau qu'on peut exprimer sur ce schéma qui va nous servir de base pour expliquer chacun des cycles biogéochimiques. Il y a échange essentiellement entre 3 réservoirs, le continent, l'océan et l'atmosphère. C'est là une chose bien connue. Ce qui est moins connu, c'est qu'il y a un autre cycle, le cycle interne de l'eau, où les échanges se font entre 3 réservoirs aussi, mais cette fois entre l'océan, la lithosphère et l'asténosphère. Un important volume d'eau s'infiltre dans les pores et les fractures de la couverture sédimentaire sur la lithosphère à partir de l'océan, ainsi que dans les fractures de la lithosphère même. On n'a qu'à penser à ce système de pompage que constituent les sources hydrothermales dans le rift des dorsales médio-océaniques. Vous vous souvenez peut-être que je vous avais dit que cette pompe recycle tout le volume d'eau des océans en quelques 6 à 10 millions d'années. La subduction de la lithosphère dans l'asténosphère introduit aussi de l'eau dans cette dernière. De plus, les minéraux du manteau lui-même contiennent une énorme quantité d'eau. Finalement, il y aura un échange entre l'asténosphère d'une part et l'océan et l'atmosphère d'autre part par l'intermédiaire des volcans. Ce tableau vous donne une idée de la proportion entre les volumes des réservoirs d'eau. Dans le cycle externe, c'est nettement l'océan qui contient le gros du volume d'eau avec plus de 95 %. Quant au cycle interne, les roches de la couverture sédimentaire de la lithosphère et de l'asténosphère accumulent un volume d'eau à peu près équivalent à la moitié de celui des océans. Le recyclage des éléments à travers les diverses composantes à la surface de la planète est fortement lié au fait que la Terre est une planète vivante.
L'élément le plus critique associé à ce recyclage, c'est certainement le carbone. Le carbone est un des constituants de deux gaz à effet de serre, le CO2 et le méthane, CH4. On ne peut discuter sérieusement de changement climatique sans connaître le b.a.-ba des processus qui sont associés à ce recyclage. Voyons comment s'exprime le cycle global du carbone. Il y a 4 grands réservoirs. L'atmosphère, où le carbone se trouve dans les deux gaz, le dioxyde de carbone, le CO2, et le méthane, le CH4. La biosphère, où le carbone se trouve dans la matière organique des plantes et des animaux. L'hydrosphère, où le carbone est dans le CO2 dissous dans l'eau, et la lithosphère, où le carbone se trouve dans les roches carbonatées comme les calcaires, le CaCO3, et dans les charbons qui sont du carbone, C, et les hydrocarbures, HC. Le volume de ces réservoirs est variable. Si on octroie une valeur unitaire à l'atmosphère, la biosphère et l'hydrosphère contiennent quelques 50 fois plus de carbone, alors que la lithosphère en contient 71 000 fois plus. On voit donc où est le véritable réservoir terrestre de carbone. Les flèches indiquent ici les échanges qui se font entre les réservoirs. Les flèches orangées soulignent les échanges qui sont reliés aux activités anthropiques. Dans le cas des échanges de la biosphère vers l'atmosphère, on parle de déforestation, d'élevage du bétail, de combustion du bois, des cultures diverses, alors que dans le cas des échanges de la lithosphère vers l'atmosphère, on parle de combustion des charbons et des hydrocarbures et de l'oxydation des calcaires pour fabriquer des ciments dans les cimenteries. Dans cet examen du cycle du carbone, il est important de considérer qu'il y a 2 types de carbone. Le carbone qu'on dit organique et le carbone inorganique. Le carbone organique, c'est celui qui est produit par des organismes vivants. Il se retrouve dans ce qu'on appelle des grosses molécules organiques. Les atomes de carbone sont liés à d'autres atomes de carbone ou encore à des atomes d'hydrogène, d'azote ou de phosphore. Le carbone inorganique, c'est celui qui est associé à des composés inorganiques, c'est-à-dire des composés qui ne sont pas et n'ont pas été du vivant et qui ne contiennent pas de lien carbone à carbone ou carbone à hydrogène, comme par exemple le carbone du CO2 atmosphérique ou celui des roches calcaires. Il y a donc 2 sous-cycles à considérer, le cycle du carbone organique et le cycle du carbone inorganique. Voyons d'abord le cycle du carbone organique. Quand on discute de ce cycle du carbone organique, il y a 3 processus fondamentaux importants à connaître: la photosynthèse, la respiration et la fermentation. La photosynthèse, que vous connaissez tous, est ce processus par lequel les plantes utilisent l'énergie solaire pour métaboliser la matière organique à partir du CO2. Ce processus s'exprime bien par cette équation. Pour simplifier l'équation, j'utilise la molécule simple de l'hydrate de carbone pour représenter la matière organique. Comme vous le voyez, il n'y a pas que la matière organique qui est produite lors de cette réaction chimique, mais aussi de l'oxygène libre, ce gaz que nous respirons. Le second processus, c'est la respiration, ou si vous préférez, l'oxydation. L'oxygène libre produit par la photosynthèse peut être utilisé pour détruire la matière organique, l'hydrate de carbone, en l'oxydant, ce qui produit du CO2. On a donc ici un cycle où l'utilisation du CO2 produit de la matière organique et de l'oxygène, lequel vient détruire la matière organique et produire du CO2, lequel est utilisé à son tour pour produire à nouveau de la matière organique et de l'oxygène, et ainsi de suite. Le troisième processus fondamental, c'est le processus de la fermentation, un processus où la matière organique est décomposée par les bactéries pour former 2 gaz, le CO2 et le méthane, le CH4. Voyons maintenant ce cycle du carbone organique. Les échanges se font entre 4 réservoirs: atmosphère, biosphère, sol et roches sédimentaires. En termes de volume, si on attribue toujours une valeur unitaire à l'atmosphère, on voit bien à nouveau l'importance des roches et de leur contenu en combustible fossile comme réservoir. 14 000 fois plus par rapport à l'atmosphère et à la biosphère. Il est important de réaliser que pour stocker autant de carbone dans ce réservoir, il a fallu des dizaines et des centaines de millions d'années.
On peut donc distinguer un cycle court et un cycle long du carbone. C'est l'interaction photosynthèse, respiration, fermentation qui est le nœud du cycle court du carbone organique, alors que ce sont les processus géologiques de la tectonique des plaques qui constituent le moteur du recyclage à beaucoup plus long terme des combustibles fossiles. Et il nous faut réaliser que nous court-circuitons ce cycle long qui a mis des dizaines et des centaines de millions d'années à se construire en utilisant les combustibles fossiles comme source énergétique et ainsi retourner à la vitesse grand V le carbone à l'atmosphère sous sa forme de CO2. Le cycle du carbone inorganique est complexe. L'altération chimique des roches continentales convertit le CO2 dissous dans les eaux de pluie et des sols en ions bicarbonate, qui sont transportés dans les océans et par les eaux de ruissellement. Les organismes marins combinent ce bicarbonate aux ions calcium pour sécréter leur squelette ou leur coquille de CaCO3, le calcaire. Une partie de ce CaCO3 se dissout dans la colonne d'eau et sur les fonds océaniques. L'autre partie s'accumule sur les planchers océaniques et est éventuellement enfouie pour former des roches sédimentaires carbonatées. Ces dernières sont ramenées à la surface après plusieurs dizaines de millions d'années par les mouvements tectoniques reliés à la tectonique des plaques. Une partie du carbone des roches carbonatées est recyclée dans les magmas de subduction et retournée à l'atmosphère sous forme de CO2 émis par les volcans. L'hydrosphère constitue un réservoir important à une échelle de temps relativement courte, inférieure au siècle. C'est lui qui, dans une grande mesure, tamponne les échanges de CO2 avec l'atmosphère. Mais à long terme, sur des échelles de temps qui se calculent en millions d'années, c'est la lithosphère qui est le grand réservoir. Et ici aussi, ce sont les processus géologiques de la tectonique des plaques qui constituent le moteur du recyclage. À nouveau, nous intervenons dans ce cycle long en brûlant le calcaire dans les cimenteries et retournons rapidement le carbone à l'atmosphère sous sa forme de CO2. Un autre cycle biogéochimique essentiel à la vie sur Terre, c'est le cycle de l'oxygène sous sa forme moléculaire O2, ce qu'on appelle communément l'oxygène libre. Cet oxygène libre, il est un sous-produit de la photosynthèse. Il y a donc un couplage inévitable entre carbone et oxygène. Le cycle de l'oxygène libre est un cycle court associé au cycle court du carbone organique. Je vous rappelle ici l'équation de base de la photosynthèse où, à partir du CO2 et de l'énergie solaire, il se forme de la matière organique et de l'oxygène libre. Au niveau des continents, la végétation, comme par exemple celle des grandes forêts, produit une certaine quantité d'oxygène grâce à l'activité de photosynthèse des végétaux. Cependant, il faut voir que cet oxygène est aussi utilisé pour oxyder la matière organique morte. Le bilan net sur plusieurs années d'une forêt mature est pratiquement nul, c'est-à-dire qu'elle consomme autant d'oxygène qu'elle en produit, ne fournissant aucune quantité significative supplémentaire d'oxygène à l'atmosphère. C'est pourquoi il est faux de dire que la grande forêt amazonienne est le poumon de la Terre, comme on l'entend si souvent. Il y a bien d'autres raisons de vouloir protéger la forêt amazonienne, mais pas celle-là. C'est là une donnée importante à considérer lorsqu'on parle des puits de carbone dans la problématique actuelle des émissions de gaz à effet de serre. C'est l'océan qui, pratiquement à lui seul, joue le rôle de régulateur de l'oxygène atmosphérique. La composante végétale du plancton, le phytoplancton, produit de l'oxygène grâce à la photosynthèse. Comme sur les continents, cet oxygène est utilisé pour la respiration par la composante animale du plancton, le zooplancton, et par les autres animaux marins, ainsi que pour l'oxydation de la matière organique. Une partie seulement de la matière organique est oxydée, l'autre partie se dépose au fond de l'océan et est incorporée dans les sédiments et les roches où elle est gardée à l'abri de l'oxygène. Comme on l'a vu dans une émission précédente, c'est cette matière organique qui sera éventuellement utilisée pour la formation des hydrocarbures. Une partie de l'oxygène océanique est dissoute dans l'eau marine, l'autre est libérée dans l'atmosphère pour équilibrer la perte due à la respiration des animaux terrestres et dans les divers processus d'oxydation. L'atmosphère terrestre n'a pas toujours été oxygénée.
Comme nous le verrons, c'est l'avènement de la vie sur Terre, principalement avec les cyanobactéries, qui progressivement a oxygéné cette atmosphère. La courbe qui suit va vous montrer à quel rythme s'est fait cette oxygénation. Sur l'axe horizontal, au bas du schéma, c'est le temps en millions d'années et en haut, le temps exprimé selon les aires géologiques. Sur l'axe vertical, le contenu en oxygène de l'atmosphère par rapport à son contenu actuel exprimé en pourcentage. Les premières traces significatives d'oxygène apparaissent autour des 2500 millions d'années, c'est-à-dire 2 milliards et demi d'années, vraisemblablement reliées à l'apparition en masse des cyanobactéries. Les évidences nous viennent de la présence des premiers oxydes de fer dans les roches. À la fin du Protérozoïque, il y a quelques 600 millions d'années, au moment où commence véritablement la grande diversification de la vie avec les faunes d'Ediacara et de Burgess, un sujet dont nous discuterons dans une autre émission, on évalue que l'atmosphère avait atteint un niveau d'oxygène comparable au niveau actuel. Plusieurs considèrent qu'il y a une relation entre ce niveau d'oxygène atmosphérique et la diversification de la vie. On estime qu'il y a eu une chute très importante du niveau d'oxygène atmosphérique entre 725 et 600 millions d'années, une chute reliée à une période de glaciation exceptionnelle et unique dans l'histoire de la planète, un autre sujet sur lequel je reviendrai. On estime que la Terre entière fut couverte de glace, réduisant drastiquement la photosynthèse. On a plus de données en ce qui concerne les derniers 600 millions d'années. On y voit, entre autres, une variation importante avec l'avènement de la forêt carbonifère. Voyons cela d'un peu plus près. Cette courbe exprime les variations de la concentration en oxygène atmosphérique selon une modélisation par les chercheurs américains Berner et Canfield. Bien que la marge d'erreur apparaisse relativement grande, cette zone en rose foncé, il faut bien reconnaître que les teneurs en oxygène atmosphérique ont varié durant cette période de temps géologique et que le carbonifère permien, entre 360 et 245 millions d'années, a connu une augmentation très importante, une augmentation de près de 75 %. Cette augmentation est vraisemblablement reliée à l'avènement au carbonifère des plantes vasculaires et du développement des grandes forêts qui étaient absentes des continents auparavant. À cette époque, les bactéries et les champignons spécialisés dans l'oxydation de la nouvelle matière végétale en gaz carbonique n'étaient pas encore apparus et que, par conséquent, le bilan net du cycle photosynthèse-respiration présentait un excédent en oxygène libre, contrairement à la forêt actuelle qui présente un bilan à l'équilibre. On a vu que la vie sur Terre a profondément influencé la composition de l'atmosphère en produisant de l'oxygène libre, du dioxyde de carbone et du méthane à travers les processus de la photosynthèse, la respiration et la fermentation. La vie a aussi influencé la composition de l'atmosphère à travers le recyclage d'un autre élément, l'azote. L'azote est un gaz très important dans l'atmosphère. Il compte pour 78 % de son volume. C'est un gaz inerte très peu réactif. On le retrouve sous sa forme moléculaire, le N2. Les organismes ont besoin d'azote pour synthétiser les acides nucléiques et les protéines. Cependant, très peu d'entre eux sont capables d'utiliser l'azote sous sa forme moléculaire. Ils ont besoin d'utiliser l'azote sous sa forme fixée, c'est-à-dire que les atomes d'azote sont liés à d'autres atomes comme les hydrogènes ou les oxygènes. Le cycle de l'azote est un cycle complexe. Il y a 3 grands processus importants qui sont impliqués, essentiellement la fixation de l'azote moléculaire, la nitrification et la dénitrification. Voyons ça d'un peu plus près. La fixation de l'azote correspond à la conversion de l'azote atmosphérique, le N2, en azote utilisable par les plantes et les animaux. Cette fixation se fait par certaines bactéries qui vivent dans les sols ou dans l'eau et qui réussissent à assimiler cet azote atmosphérique pour synthétiser des protéines et des acides nucléiques. Cette fixation tend à produire des composés ammoniaqués tels que l'ammonium, NH4, et son acide conjugué, l'ammoniac, NH3, qui sont utilisés par les animaux et subséquemment incorporés dans les détritus organiques.
La nitrification transforme les produits de la fixation, NH4 et NH3, en nitrite et en nitrate, NO2, NO3, ce qu'on appelle communément les NOx. C'est une réaction d'oxydation qui se fait par l'intermédiaire de bactéries dans les sols et dans l'eau. Finalement, la dénitrification retourne l'azote à l'atmosphère sous sa forme moléculaire, N2, avec comme sous-produit du CO2 et de l'oxyde d'azote, N2O, un gaz à effet de serre qui, en plus, contribue à détruire la couche d'ozone dans la stratosphère. C'est une réaction d'oxydation qui se fait aussi par l'intermédiaire de bactéries qui transforment la matière organique. Ces processus agissent aussi au niveau de l'océan. L'activité humaine contribue à l'augmentation de la dénitrification, entre autres par l'utilisation des engrais qui ajoutent au sol des composés ammoniaqués et des nitrates. L'utilisation des combustibles fossiles dans les moteurs ou les centrales thermiques transforme l'azote en oxyde d'azote. Avec N2 et CO2, la dénitrification émet dans l'atmosphère une faible quantité d'oxyde d'azote N2O. La concentration de ce gaz est faible, 300 parties par milliard. Cependant, il faut savoir qu'une molécule de N2O est 200 fois plus efficace qu'une molécule de CO2 pour créer un effet de serre. On évalue aujourd'hui que la concentration en N2O atmosphérique augmente annuellement de 0,3 % et que cette augmentation est pratiquement reliée entièrement aux émissions dues à la dénitrification des sols. Les études des carottes glaciaires de l'Antarctique ont montré que la concentration en N2O atmosphérique était de 270 parties par milliard il y a 10 000 ans et que cette concentration s'est maintenue à ce niveau jusqu'à l'ère industrielle où elle a fait un bond pour atteindre son niveau actuel de 300 parties par milliard, une augmentation de 11 %. Comme dans le cas de l'azote, le phosphore est un élément important pour la vie puisqu'il est essentiel à la fabrication des acides nucléiques ARN et ADN. Le cycle du phosphore est unique parmi les grands cycles géochimiques pour deux raisons. D'abord, il ne comporte pas de composantes gazeuses ou si peu, ce qui fait qu'il n'a aucune influence sur la composition de l'atmosphère. Et ensuite, les échanges de phosphore entre les divers réservoirs ne dépendent pas des réactions microbiennes comme c'était le cas pour l'azote. Pratiquement tout le phosphore en milieu terrestre est dérivé de l'altération des phosphates de calcium des roches de surface. Ce phosphore est absorbé par les plantes et transféré aux animaux par leur alimentation. Une partie est retournée au sol à partir des excréments des animaux et de la matière organique morte. Une autre partie est transportée vers les océans où une fraction est utilisée par les organismes benthiques et ceux du plancton pour sécréter leur squelette. L'autre fraction se dépose au fond de l'océan sous forme d'organismes morts ou de particules et est intégrée aux sédiments. Ces derniers sont transformés progressivement en roches sédimentaires par l'enfouissement. Beaucoup plus tard, les roches sont ramenées à la surface par les mouvements tectoniques et le cycle recommence. L'activité humaine intervient dans le cycle du phosphore en exploitant des mines de phosphate, en grande partie pour la fabrication des fertilisants. Ajoutés au sol en excès, les phosphates sont drainés vers les systèmes aquatiques. Puisque le phosphore est souvent un nutriment limitatif dans les rivières, les lacs et les eaux marines côtières, une addition de phosphore dans ces systèmes peut agir comme fertilisant et générer des problèmes d'eutrophisation importants, c'est-à-dire une forte productivité biologique résultant d'un excès de nutriments. Tout comme l'azote et le phosphore, le soufre est un élément essentiel à la vie et tout comme dans le cas de l'azote, les réactions microbiennes sont déterminantes dans le cycle du soufre. La compréhension du cycle global du soufre acquiert une importance lorsqu'on parle d'économie minérale, mais aussi dans le débat sur les changements climatiques. Il est fondamental de pouvoir discriminer entre les sources naturelles et les sources anthropiques des composés du soufre dans l'atmosphère pour bien cerner les causes des pluies acides et leur impact sur l'écosystème. Les composants du soufre sont multiples. 3 d'entre eux sont importants à considérer lorsqu'on discute d'environnement et de climatologie.
Tous trois se retrouvent dans l'atmosphère. Le diméthylsulfure, plus simplement appelé le DMS, est un produit naturel issu de la décomposition des cellules du phytoplancton dans la couche supérieure de l'océan. Le carboxyle de sulfure, le COS, est aussi un produit naturel issu des sulfures organiques dissous dans l'eau de mer et acquis en partie de l'érosion continentale. Les sulfates SO4 en aérosol qui proviennent d'une source naturelle, les volcans, mais aussi d'une source anthropique, la combustion des charbons et des pétroles, entre autres. Le cycle du soufre est complexe, mais je vais essayer de vous l'expliquer le plus simplement possible. Les volcans constituent une source de sulfate SO4 pour l'atmosphère. Le DMS, issu du plancton, s'échappe dans l'atmosphère et en quelques jours, il est oxydé pour former du dioxyde de soufre, SO2, puis du sulfate, SO4, qui condense en minuscules particules aérosols. Celles-ci agissent comme noyaux pour la formation de gouttes de pluie et de nuages. Ces nuages vont éventuellement contribuer à des précipitations acides à cause de la réaction des aérosols avec la vapeur d'eau et les radiations solaires. La plus grande contribution en composés sulfurés vient de la combustion des pétroles et des charbons qui contiennent pratiquement toujours du soufre. Ce sont des émissions de sulfate, SO4, mais surtout de dioxyde de soufre, SO2. Ce dioxyde, sous l'effet des radiations solaires, se combine avec la vapeur d'eau et les radicaux OH pour former de minuscules gouttes d'acide sulfurique, H2SO4, un processus en partie responsable des pluies acides. Le carboxyle de sulfure, le COS, un produit naturel, s'échappe par la surface des océans vers l'atmosphère. Il est inerte dans la troposphère, mais s'oxyde en dioxyde de soufre dans la stratosphère pour finalement former une couche de sulfate tout autour de la planète. Tout comme les nuages de la troposphère, cette couche de sulfate en aérosol va réfléchir une partie du rayonnement solaire, ce qui va contribuer cette fois à modérer la chauffe de la planète. Mais qui voudrait prendre le risque d'émettre encore plus de composés sulfurés dans l'atmosphère pour faire contrepoids aux émissions de gaz à effet de serre? Le flux anthropique de tous ces gaz sulfurés excède par endroits de beaucoup le flux naturel. On peut dire que globalement, le flux principal dans l'échange de soufre entre la surface de la planète et l'atmosphère est celui d'origine anthropique, relié à la combustion des hydrocarbures et des charbons. Nous venons de voir comment les principaux cycles biogéochimiques agissent à la surface de la planète aujourd'hui. Notre Terre a une histoire de 4,5 milliards d'années. Ces cycles biochimiques n'ont pas nécessairement commencé au tout début de cette histoire, non plus qu'ils ont fonctionné comme ils fonctionnent aujourd'hui. Pour bien comprendre comment a évolué le système Terre, il est donc important de placer ces cycles biogéochimiques dans la perspective de temps géologique. Nous verrons que cette histoire met en évidence la prépondérance de la vie dans ces cycles. Pour cette discussion, nous allons utiliser ce tableau des temps géologiques. Prenons-le comme tel pour l'instant. Nous verrons dans la prochaine émission comment nous en sommes venus à le construire. On nomme AD1 cette période des tout débuts de la Terre dont nous ne possédons aucun vestige rocheux. C'est pourquoi nous la connaissons plutôt mal. C'est une longue période qui va de la formation de la Terre, il y a 4,5 milliards d'années, à 4 milliards d'années, l'âge de la première roche connue. L'atmosphère y était certainement très différente de celle d'aujourd'hui. Sur la base d'arguments qu'il serait trop long ici de discuter, mais que vous trouverez sur le site Internet du cours, on présume qu'il s'agissait d'une atmosphère où prédominait l'azote, le dioxyde de carbone et la vapeur d'eau, avec du dioxyde de soufre et peut-être du chlorure d'hydrogène, de l'ammoniac et du méthane. Une atmosphère beaucoup plus dense que celle d'aujourd'hui. On peut aisément penser que c'était là une planète nettement hostile à la vie. On ne sait trop si la vie est apparue dans ce contexte. Les premières preuves de sa présence sur Terre remontent il y a 3,76 milliards d'années, durant la période suivante, l'Archéen, cette période qui va de 4 milliards à 2,5 milliards d'années.
On considère que l'atmosphère du début de l'Archéen était beaucoup plus riche en gaz à effet de serre qu'elle ne l'est aujourd'hui, avec des gaz comme la vapeur d'eau, le CO2, le méthane et l'ammoniac. On évalue que la concentration en CO2 était 100 fois celle d'aujourd'hui et que la température devait se situer autour des 60 degrés Celsius. Et il n'y avait pas d'oxygène libre dans l'atmosphère du début de l'Archéen. Cet oxygène, il est venu à l'atmosphère avec l'apparition des premières bactéries photosynthétisantes, les cyanobactéries. Les premières traces de cyanobactéries nous sont connues vers les 3,5 milliards d'années. C'est le début du cycle du carbone organique. Au début du Protérozoïque, la production d'oxygène libre est encore faible et les niveaux de CO2 atmosphériques très élevés. Un tournant critique dans l'histoire des températures terrestres, c'est qu'il a fallu que se fasse l'élimination d'une partie de ce CO2 atmosphérique. Sinon, la Terre serait devenue aussi chaude que Vénus à cause de l'effet de serre causé par ce gaz. Le captage du CO2 s'est fait grâce à la précipitation de calcaire, le CaCO3, et du dépôt des matières organiques primitives, le tout progressivement stocké dans les roches sédimentaires. Des constructions de calcaire particulières, les stromatolites, avaient commencé leur développement à l'Archéen. Il s'agit de colonnes de calcaire construites par un consortium de cyanobactéries et d'algues qui piègent la boue calcaire dans leur treillis et la cimentent pour former une structure solide de calcaire. Les constructions stromatolithiques vont prendre énormément d'expansion au Protérozoïque et contribuer à soustraire du CO2 de l'atmosphère grâce à la photosynthèse effectuée par les cyanobactéries et au stockage du carbone dans le CaCO3 dont ils sont constitués. L'histoire des cycles biogéochimiques et des grands changements climatiques nous est beaucoup mieux connue durant les ères paléozoïques, mésozoïques et cénozoïques, c'est-à-dire les derniers 544 millions d'années. Ce diagramme présente les variations de la teneur en CO2 atmosphérique durant cet intervalle de temps. Retenez simplement ici que sur l'axe horizontal, on a le temps géologique et à droite, sur l'axe vertical, les températures. On nous présente d'abord la courbe connue sous le nom de Géocarbe 2, basée sur un modèle mathématique et analytique établi par le chercheur américain Robert Berner en 1994 et 1997. RCO2 à gauche exprime le nombre de fois le niveau actuel du CO2 atmosphérique. Ajoutons au diagramme deux courbes des températures de la surface terrestre. Une première courbe, cette droite orangée, calculée uniquement en fonction de la variation dans le temps de l'intensité du rayonnement solaire, sans tenir compte de la présence du CO2 dans l'atmosphère. L'autre, celle-ci, calculée en tenant compte de la variation temporelle de l'intensité du rayonnement solaire, mais couplée aux teneurs en CO2 atmosphérique, donc entre l'air en tenant compte de l'effet de serre lié à la présence du CO2. Le temps me manque ici pour décortiquer ces deux courbes et vous donner les raisons des variations observées au niveau de la courbe du CO2. Je me contente donc de vous donner uniquement les conclusions et vous renvoie à nouveau au site Internet pour les explications. Un point très important à signaler, c'est qu'il y a une corrélation assez évidente entre la courbe des variations des niveaux de CO2 et celle des variations des températures. Le rôle du CO2 en tant que gaz à effet de serre apparaît donc bien documenté. Si les températures du Mésozoïque se retrouvent au même niveau que celles de la première demi du Paléozoïque pour une teneur atmosphérique en CO2 bien inférieure, ce qui de prime abord peut paraître paradoxal, c'est qu'il faut tenir compte de l'augmentation dans l'intensité du rayonnement solaire au Mésozoïque, exprimée par la courbe orange. Nous allons maintenant aborder ce sujet des changements climatiques, un sujet qui nous préoccupe au plus haut point, du moins au moment où est enregistrée cette émission en 2005. Et je ne risque guère de me tromper si je vous dis que ce sujet va devenir de plus en plus préoccupant. Nos inquiétudes concernant les changements climatiques sont centrées principalement sur le réchauffement planétaire. Et quand on parle de réchauffement planétaire, on fait appel à un sujet complexe qui présente plusieurs facettes du système Terre.
Il n'y a pas de doute, un réchauffement ou un refroidissement climatique est relié à la quantité de gaz à effet de serre qu'on retrouve dans l'atmosphère. Mais le problème est qu'il est difficile de discriminer entre les influences naturelles et les influences anthropiques sur ces quantités de gaz à effet de serre. Le gaz à effet de serre, c'est celui qui absorbe les radiations infrarouges solaires et qui les redirige vers la surface de la planète pour contribuer finalement à son réchauffement. Dans l'atmosphère terrestre, les principaux gaz à effet de serre sont par ordre d'abondance la vapeur d'eau qui se mesure en pourcentage, le dioxyde de carbone qui se mesure en ppmv, c'est-à-dire en parties par million en volume, le méthane qui se mesure aussi en ppmv, l'oxyde nitreux qui, lui, se mesure en ppbv, en parties par milliard, et les chlorofluorocarbures, communément appelés les CFC, qui se mesurent en pptv, en parties par trilliard. Ces derniers d'origine exclusivement anthropique, les autres ayant une origine mixte, naturelle et anthropique, sauf la vapeur d'eau qui est d'origine essentiellement naturelle. Ces gaz à effet de serre n'ont pas tous la même capacité d'absorption du rayonnement infrarouge, ce qui signifie que leur efficacité en termes d'effet de serre est variable. C'est la vapeur d'eau qui est la plus grande responsable de l'effet de serre. Par ailleurs, si on prend le CO2 comme point de comparaison, on voit que le méthane est 21 fois plus efficace que le CO2 et qu'à l'autre extrême, les CFC12, le gaz fréon qu'on utilisait dans les réfrigérateurs, le sont 15 800 fois plus. En tenant compte des teneurs actuelles des gaz et de leur efficacité à agir comme gaz à effet de serre, on peut dire, en simplifiant les calculs, que dans l'atmosphère terrestre actuelle, c'est le CO2, après l'eau, qui est le grand contributeur à l'effet de serre. Il n'est donc pas surprenant que l'on cible les émissions de CO2 dans l'analyse des causes du réchauffement planétaire. Le problème majeur qui interpelle les chercheurs dans le domaine, c'est de faire la part des choses entre les émissions naturelles et celles qui sont d'origine anthropique. Examinons les faits. On vient de voir que depuis la fin du Mésozoïque, les températures terrestres ont progressivement chuté. On a vu aussi dans la 7e émission que nous sommes présentement dans le grand âge glaciaire, même si on se situe dans un stade interglaciaire. Cette courbe trace cette chute constante des températures terrestres depuis le début du tertiaire. On est passé d'une période climatique que les anglophones appellent « greenhouse », que je traduis par « planète serre », à une période appelée en anglais « ice house », que je me permets de traduire par « planète igloo ». Voyons cela d'un peu plus près pour les derniers 18 000 ans. Depuis 10 000 ans, nous sommes dans un stade interglaciaire, alors qu'entre 10 000 et 18 000 ans, nous étions en pleine englaciation. C'est la glaciation wisconsinienne dont nous avons parlé dans la 7e émission. Cette situation se reflète nettement sur la courbe des températures. Voyons encore d'un peu plus près les fluctuations de température durant le dernier millénaire. Entre le milieu du 15e et le milieu du 19e siècle, on aurait connu une période où les conditions climatiques, à la grandeur du globe, furent sensiblement plus froides qu'aujourd'hui, de l'ordre de 1 degré Celsius. Les climatologues ont appelé cette période le petit âge glaciaire. Par contre, les écrits de la Renaissance font état d'une période relativement chaude durant le Moyen Âge. Il est à noter cependant que dans son dernier rapport d'évaluation scientifique en 2001, le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, modifie ses conclusions au sujet de cette idée sur la base de nouvelles données exprimées par ce graphique qui présente les fluctuations de température durant le dernier millénaire dans l'hémisphère nord. Ces fluctuations ont été reconstituées à partir des anneaux des arbres, des bandes de croissance des coraux, des carottes glaciaires et des documents historiques. C'est la courbe qui est en bleu, ainsi que des mesures instrumentales pour le dernier siècle, la courbe en orangé. La zone grise exprime la marge d'erreur de 2 écarts types. D'une façon générale, on voit qu'il y a une légère baisse continue, soulignée par le trait blanc, depuis le 11e siècle jusqu'au 20e siècle, et qu'il n'y a pas d'évidence que ces périodes chaudes du Moyen Âge et froides du petit âge glaciaire aient affecté l'ensemble de la planète.
Il s'agirait plutôt de variations locales centrées sur l'Europe de l'Ouest. Ce dernier graphique montre aussi que le taux d'augmentation et la durée du réchauffement au 20e siècle n'ont aucun précédent durant tout le millénaire. On peut difficilement douter que la dernière décennie du 20e siècle ait connu un réchauffement exceptionnel. La question maintenant est de savoir est-ce que nous sommes responsables de ce réchauffement. À nouveau, examinons les données. Établissons d'abord qu'il y a une relation entre les fluctuations de la quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et les fluctuations des températures. Ce graphique nous montre les teneurs en dioxyde de carbone, le CO2, et en méthane, le CH4, obtenus par l'analyse de minuscules bulles d'air piégées dans la glace de la carotte du sondage de Vostok en Antarctique, ainsi que des températures déduites des isotopes stables de l'oxygène. Je vous avais parlé de ces sondages dans la 7e émission. La largeur des courbes du CO2 et du CH4 exprime la marge d'erreur des évaluations. Les fluctuations de température sont indiquées selon leur déviation par rapport aux températures de 1993. On y voit un beau parallélisme entre fluctuations des températures et fluctuations des teneurs en CO2 et en CH4. Cette figure montre les changements de teneur en CO2 au cours du dernier millénaire. Ces données sont basées sur les carottes de glace et les anneaux des arbres de divers sites de l'Antarctique et du Groenland, représentés par les divers symboles sur la courbe, avec en plus les données provenant d'échantillons atmosphériques pour les dernières décennies, la ligne en rouge. Même chose pour les changements de teneur en CH4, le méthane. Et encore même chose pour les changements de teneur en N2O, l'oxyde nitreux. On peut difficilement nier une augmentation exponentielle depuis l'ère industrielle de ces trois gaz à effet de serre. Dans le rapport 2001 du groupe d'experts sur l'évolution des climats, on trouve une modélisation très intéressante qui simule l'évolution des températures terrestres depuis 1860. Les résultats y sont comparés avec la courbe des températures telle que réellement mesurée. On tente d'y faire la différence entre les influences anthropiques et les influences naturelles sur l'évolution de ces températures. Voyons les résultats. Voici un premier graphique sur lequel on voit la courbe des températures réellement mesurées en noir et en rose foncé le profil issu de la modélisation qui ne tient compte ici que de causes naturelles pour les changements de température, comme les variations solaires ou l'activité volcanique. Pour dire le moins, la correspondance entre les deux courbes n'est pas forte, particulièrement en ce qui concerne les dernières décennies. Voici le graphique où sont comparées les courbes des températures mesurées et de la modélisation qui ne tient compte que des causes anthropiques. La correspondance est meilleure, mais demeure boiteuse, particulièrement dans la partie centrale de la courbe. Finalement, voici la courbe modélisée où on a pris en compte les deux types de contributions, naturelles et anthropiques. On y voit cette fois une assez bonne correspondance. En clair, ces résultats montrent deux choses. D'abord, que les paramètres qui ont été utilisés pour la modélisation sont valables, ce qui n'exclut pas qu'il puisse y en avoir d'autres, puis que le réchauffement climatique que nous vivons présentement est causé en grande partie par les activités anthropiques. Tous les modèles développés par le groupe d'experts prévoient une augmentation des températures terrestres moyennes tout au long du 21e siècle. Ce graphique présente les prévisions pour le prochain siècle selon un certain nombre de scénarios développés à partir de divers modèles complexes. Quel que soit le scénario le plus probable dans cette modélisation, on doit donc s'attendre à une augmentation des températures se situant entre 1,2 et 5,8 degrés Celsius vers la fin de ce siècle. Deux études britanniques toutes récentes, l'une par le groupe Meeting the Climate Challenge et l'autre par le département de physique de l'Université d'Oxford, parlent d'augmentation possible allant jusqu'à 11,5 degrés Celsius. Cette dernière étude est l'une des plus vastes jamais entreprises, impliquant 62 000 personnes réparties dans 130 pays. Je
Je pense qu'on peut affirmer avec suffisamment de confiance qu'il y a bel et bien un réchauffement et que les activités anthropiques y sont pour quelque chose. Il y aura des conséquences à ce réchauffement. Une des conséquences à laquelle on pense le plus souvent, c'est la montée du niveau des mers, avec des effets néfastes sur les terres basses côtières, comme par exemple des inondations plus fréquentes, une plus grande vulnérabilité aux tempêtes ou encore la contamination des nappes d'eau douce phréatique. On pense à des territoires comme les Pays-Bas ou encore les plaines deltaïques comme le Bangladesh ou la Louisiane. Cette montée du niveau des mers est le plus souvent attribuée à la fonte des glaces. Mais nuançons. Des fluctuations du niveau marin, il y en a eu dans le passé géologique. Ce n'est pas un phénomène exceptionnel. L'histoire des derniers 140 milliers d'années nous apprend que les fluctuations du niveau des mers se sont faites au gré des alternances de stades glaciaires et interglaciaires, avec des chutes atteignant les 135 mètres. 135 mètres, c'est pratiquement la marge du plateau continental de l'est de notre continent. Deux facteurs sont à considérer lorsque l'on cherche à cerner les causes d'une élévation du niveau marin. D'abord, évidemment, la fonte des glaces, bien sûr, mais il y a aussi la dilatation thermique des eaux océaniques. L'eau chaude occupe un plus grand volume que l'eau froide. On considère que la moitié d'une élévation du niveau marin est attribuable à cette dilatation thermique des eaux superficielles des océans. Le groupe d'experts sur l'évolution des climats a aussi établi des prévisions de montée du niveau marin, selon les mêmes scénarios que pour le réchauffement planétaire. Conséquemment, le niveau marin devrait connaître une élévation se situant entre 10 et 90 cm, selon le scénario impliqué, à cause de la dilatation thermique de l'océan supérieur et de la fonte des glaces. Cela peut paraître minime, mais n'oublions pas que la plaine des Grands Deltas se situe le plus souvent à moins de 1 mètre au-dessus du niveau des mers, comme par exemple le Bangladesh qui compte 120 millions d'habitants. Une autre conséquence probable du réchauffement, c'est l'impact sur les écosystèmes. Les changements de température déplacent les limites des zones de température et pourraient causer la migration de certaines espèces dont la répartition géographique est fonction de cette température. Ainsi, on pourrait assister à la migration d'insectes nuisibles aux cultures ou à l'homme, des insectes qui actuellement se retrouvent en zone tropicale et qui pourraient, avec le réchauffement, se retrouver dans les zones tempérées. Par exemple, l'insecte vecteur de la malaria, qui ne peut supporter les hivers froids, pourrait très bien étendre son territoire vers le nord. Dans le domaine marin, un réchauffement des eaux superficielles pourrait avoir une influence très importante sur les faunes benthiques, tout au moins une partie d'entre elles. Le meilleur exemple, ce sont les coraux. Je vous ai déjà dit que les coraux ne tolèrent pas des températures supérieures à 30 degrés Celsius. Dans cette situation, ils expulsent leurs symbions, les zooxanthelles, et développent la maladie blanche, ce qui les fait mourir. On évalue aujourd'hui que 20 des récifs coralliens ont été détruits et que 40 sont actuellement en danger, en partie par le réchauffement des eaux océaniques. Le réchauffement planétaire peut avoir un impact désastreux sur la grande circulation océanique globale dont nous avons discuté dans la dernière émission. Nous avons vu que la circulation de l'océan global forme une boucle qui prend son origine dans l'Atlantique Nord, où les eaux refroidies par les vents froids du Canada, salées, denses et bien oxygénées, plongent vers les profondeurs. Il s'agit d'un cycle de 1000 ans environ. C'est cette plongée des eaux froides et denses de l'Atlantique Nord qui constitue en quelque sorte le moteur de cette circulation en boucle. C'est la remontée locale de ces eaux froides riches en nutriments qui alimentent le plancton en surface et qui contribuent ainsi à la forte productivité biologique marine dans certaines régions. Par exemple, au niveau des pêcheries comme sur les grands bancs de Terre-Neuve ou les côtes du Pérou. Un ralentissement ou, à la limite, un arrêt dans les transports des masses d'eau océanique dû à un réchauffement qui se fait particulièrement sentir en Arctique aura certes une influence néfaste sur la ressource halieutique et les climats en général.
Déjà, plusieurs modèles démontrent que la circulation thermohaline décline depuis quelques décennies et que cette diminution ira en s'accentuant. Certains modèles vont même jusqu'à prévoir qu'une augmentation de 1 % par année de la teneur atmosphérique en CO2 pendant 100 ans entraînerait une coupure nette de la circulation thermohaline. Une autre conséquence du réchauffement planétaire, et dont peu de gens semblent se rendre compte qu'il s'agit d'une véritable épée de Damoclès, c'est la déstabilisation plus que possible d'une ressource énergétique énorme, mais en même temps une bombe écologique. Je veux parler des hydrates de méthane. On l'a dit, le méthane se forme à partir de la décomposition de la matière organique. Sous certaines conditions de température et de pression, les molécules de méthane, CH4, vont s'associer aux molécules d'eau pour former une sorte de glace. C'est ce qu'on appelle les hydrates de méthane. Ces conditions sont exprimées par le diagramme suivant. Sous des températures basses et ou des pressions élevées, dans cette zone en rouge ici, eau et méthane se combinent pour former un hydrate à l'état de glace, alors que sous des températures plus élevées et ou des pressions plus faibles, les deux composés sont séparés et se trouvent sous leur propre état liquide et gazeux. C'est dire que l'hydrate de méthane est stable sous les conditions de température et de pression exprimées par la zone en rouge et instable sous les conditions de la zone en bleu. Par exemple, un hydrate de méthane qui se trouve dans les sédiments océaniques par 600 mètres de fond est stable à des températures inférieures à 7 degrés Celsius. Il deviendra instable avec une augmentation de température d'à peine 1 degré. Devenir instable signifie que la glace fond et libère son gaz méthane à raison de 164 cm3 de gaz à partir d'1 cm3 de glace. 1 cm3 de glace libère 164 cm3 de gaz. Imaginez le volume de gaz produit par des centaines de mètres cubes d'hydrates de méthane. On retrouve les hydrates de méthane en milieu océanique, principalement à la marge des plateaux et sur les talus continentaux, comme sur ce schéma, mais aussi à plus faible profondeur dans les régions très froides, comme en Arctique. On les retrouve aussi dans le pergélisol, c'est-à-dire dans cette couche de sol qui est gelée en permanence dans les régions froides, comme dans le nord du Canada ou en Sibérie. On estime aujourd'hui que les hydrates de méthane des fonds océaniques contiennent 2 fois plus en équivalent carbone que toutes les réserves mondiales en gaz naturel, en pétrole et en charbon. Le long de la côte est des États-Unis et du Canada, la côte atlantique, on évalue qu'il y a une réserve de gaz naturel à partir des méthanes qui équivaut à 105 fois la consommation des États-Unis en 1996. Ressources énergétiques énormes, oui, mais bombe écologique en puissance. Une déstabilisation des hydrates de méthane et une émission de méthane dans l'atmosphère lors d'exploitation, par exemple, n'est pas à écarter. Une déstabilisation massive des hydrates de méthane sur les fonds océaniques ou dans le pergélisol, reliée à une augmentation de la température terrestre ou des océans de 1 ou 2 degrés, causerait une émission catastrophique de gaz à effet de serre. On sait que le méthane est 21 fois plus efficace comme gaz à effet de serre que le CO2. Si vous n'êtes pas inquiet, moi je le suis. Je vous laisse tirer vos propres conclusions sur tout ce que je viens de vous exposer. Nous vivons présentement un réchauffement planétaire qui est dû en grande partie aux activités anthropiques. On peut fermer les yeux et banaliser les conclusions de la communauté scientifique. Certains ne s'en privent pas. L'argument trop souvent invoqué à l'effet qu'il y a eu des grandes fluctuations de température durant les temps géologiques n'est pas acceptable. Jamais nous avons connu un réchauffement avec une telle accélération. Personne ne peut prévoir actuellement quand le système va s'emballer. Je vous ai dit au début que l'enregistrement de cette émission s'est fait au lendemain de l'entrée en vigueur du protocole de Kyoto. Le Canada, qui est signataire de ce protocole, se dit déjà incapable de rencontrer ses obligations. Kyoto, c'est symbolique.
C'est une goutte d'eau dans l'océan des réductions d'émissions de gaz à effet de serre que nous devrions faire pour freiner ce réchauffement ou tout au moins empêcher que la machine s'emballe. Et on a peine à y adhérer. Si vous écoutez cette émission 2 ans, 3 ans, 5 ans après son enregistrement, peut-être que vous en verrez les résultats. Tout ce que je peux conclure, c'est que, pour le moins, on a des choix de société à faire. Vous trouverez sur le site Internet un dossier beaucoup plus complet avec des liens et des références aux études scientifiques. Je vous invite fortement à consulter ce dossier. À la semaine prochaine.